Mesdames, Messieurs, bonsoir. Présidentielle 2025, c'est l'émission spéciale qui donne la visibilité aux candidats à l'élection présidentielle du 12 octobre prochain à travers leurs représentants ou alliés qui viennent sur le plateau débattre des différentes questions au menu qui concernent évidemment leur programme de campagne et qui c'est peut-être leur vision pour le Cameroun. Ce soir, nous allons aborder des questions de gouvernance des institutions et de la sécurité sur ce plateau. Mais comme vous le savez, nous entrerons avec des récentes informations du terrain, un petit point de l'actualité. Et derrière, à travers le numéro qui va tout à l'heure s'afficher au bas du petit écran, vous pourrez envoyer des messages WhatsApp pour apporter votre contribution et qui sait peut-être poser quelques questions. Ce soir donc, je voudrais dire bonsoir aux invités qui sont déjà en studio. Serge Gauthier, Onanina, bonsoir. Bonsoir Monsieur Dipita, bonsoir à vos millions de téléspectateurs, bonsoir aux militants et sympathisants de l'UMS, l'Union pour les mouvements socialistes, dont le candidat et le champion est Pierre Kwemo, candidat à la présidentielle du 12 octobre 2025. Bonsoir aux populations d'Obala qui nous ont accueillis aujourd'hui, à celle de Pendja, qui nous ont reçus longuement, à celle du Septentrion et de l'Est Cameroun, qui nous ont permis de faire passer 15 étapes en leur compagnie pour découvrir et partager notre offre politique et notre vision de la gouvernance, de la gestion du Cameroun. Bonsoir Junior Abena. Bonsoir mon cher Dipita, c'est un plaisir de partager ce plateau noble. Et voilà, je dis également bonsoir à mes companélistes. Je ne manquerai pas de dire bonsoir à vos millions de téléspectateurs qui nous suivent et toute la population, toutes les populations du Cameroun et même de la diaspora, mobilisées autour donc, de la candidature de M. Issa Chiroma, une candidature de l'Union pour le changement du Cameroun, dans l'UPC 2025. Donc nous sommes ici pour apporter des éléments afin que nul n'en ignore qu'aujourd'hui le destin du pays est entre les mains de la population, du peuple, pour définir une fois de plus les réalités qui vont s'accomplir d'ici peu. Bonsoir Hilaire Zipan. Bonsoir Dipita Tango, bonsoir à tous les co-panélistes, bien entendu, bonsoir aux millions de téléspectateurs de STV. Et bien entendu, c'est un moment très important dans notre pays. Le 12 octobre, nous irons aux urnes. Il faudra donc comprendre les enjeux de ce vote-là et il sera donc utile de les alimenter afin que l'on puisse choisir avec sérénité et détermination. Je commence peut-être avec vous. La dernière en termes d'information de la candidate que vous soutenez, l'honorable Hermine Patricia Tomaïnou Damdjoya, qui est candidate, l'unique dame, candidate à l'élection présidentielle du 12 octobre. Aujourd'hui, que peut-on retenir de son actualité? D'abord, la première, elle a ciblé les marchés de Fundi hier. Aujourd'hui, elle était dans les arrondissements de Fundi. Vous savez que c'est à partir de l'offre politique et du nombre d'inscrits que nous définissons maintenant la stratégie. La deuxième, c'est qu'elle va se rendre naturellement demain du côté du sud, avec Kiossi, sans Mélima. Elle fera donc ce sur-là. Pour être ici probablement vendredi et samedi, tenir le grand meeting. Voilà à peu près le programme qui est suffisamment à disposition. Il est inutile de vous rappeler que nous ne disposons pas suffisamment de moyens pour couvrir les autres éléments pour qu'elles soient présentes, mais pour autant, nous sommes tout à fait là pour pouvoir relayer le message qui nous semble meilleur. Je voudrais apporter une précision extrêmement importante pour que les téléspectateurs comprennent très bien. Entre le mouvement progressiste et, entendu, l'UDC en 2007, il y a une alliance qui a permis à Jean-Jacques Ekindi d'être député à l'Assemblée nationale. Il était dans de bonnes politiques et de bonnes stratégies de leur envoyer l'ascenseur pour qu'elle puisse maintenant monter d'un grade. Parce que Tomaïnou Ndamdjoya a été déjà conseiller municipal, conseiller régional, maire, député. La seule marche qu'il manque dans sa judiciaire, c'est être donc candidate à l'élection présidentielle. Donc, plébiscité le 12 octobre 2025. Il n'est pas superflu d'ajouter et de rappeler qu'elle est effectivement la présidente nationale de l'UDC. Junior, oui. Le candidat Issa Chiroma Bakari, sa dernière actualité. Vous savez, on peut même plus parler de dernière actualité parce que lui, il va tellement vite. Et depuis pratiquement une semaine, le président Chiroma est en train de faire le tour pratiquement du Cameroun, du nord au sud. Et là, après l'ouest, aujourd'hui même, il était à Yagua. Donc vous savez, Yagua qui devient pratiquement la terre de l'annonciation
et pour rejoindre un peu nos frères catholiques. Et vous savez que le prélat, l'évêque de Yagua avait dit dans son homélie, dans une sortie, que ici c'est le diable, il veut prendre le diable et voir après. Donc, votre candidat s'identifie-t-il comme le diable à prendre? Ce n'est pas ce qu'on aurait dit, mais nous trouvons que là c'est une rhétorique, vous savez, c'est une figure, c'est une métaphore. Et même les religions ont toujours cette habitude d'utiliser cet élément pour expliquer la gravité d'une situation, de présenter un climat chaotique et dire que tel que c'est présenté là, il faut mieux prendre le diable qu'on connaît, qu'on peut chasser, parce que les religieux chassent le diable et à partir de l'exorcisme, à partir de beaucoup de choses. Mais ce qui est au-delà du diable, c'est l'inconnu. Et puis, autant mieux dire que M. Tirouma est la personne parce qu'ensemble, nous bâtissons. Évidemment qu'on va censurer le mot diable pour indexer qui que ce soit. Le mot est définitivement retiré. Serge Gauthier, votre candidat aujourd'hui? Il est à Bala, il est là dans le périple du sud et du centre. Hier, c'était Yaoundé, c'est au moins 4 villes de Bala, du sud. Après, il reviendra sur Douala. On a pratiquement le même programme que l'UDC. Et l'apothéose, ce sera à Bafang, parce qu'il faut rappeler que Pierre Kouemo est inscrit à Bafang. C'est là-bas qu'il votera. Donc, nous avons signé pour cette... Donc, il sera à Douala vendredi et samedi aussi, c'est ça? Oui, il était même hier de retour de Pendja. Il a dormi à Douala, mais pas sans avoir d'activité. Douala fait partie d'une des grandes villes. D'ailleurs, c'est la ville la plus contestataire. C'est la ville de la maturité, de la lucidité politique. Donc, il est important. On a ciblé Douala comme une ville dans laquelle on doit avoir, l'UMS est censé avoir un grand meeting. On va tout de suite prendre quelques reportages. Effectivement, on va... pour revoir le défilé, ou du moins quelques-uns des acteurs qui sont rendus au ministère de l'administration territoriale. Question d'entrer en possession de la première tranche du financement des partis politiques, tel que prévu par la loi. Vice-président du Social Democracy Front, Louis-Marie Cardeux s'est rendu ce matin à la direction des ressources financières et matérielles du ministère de l'administration territoriale. Objectif, procéder au retrait de la première tranche des fonds destinés au financement de la campagne électorale. Il en ressort quelques minutes plus tard, très indigné. Nous dénonçons l'illégalité de l'acte du ministre en charge de l'administration territoriale. La loi l'oblige de verser ce qui est dû aux candidats au moins 3 jours avant le lancement de la campagne. Donc, il viole la loi et il cherche à humilier les partis politiques et à humilier les autres candidats. Tout est faux dans la chose et il faut que nous puissions dénoncer devant les médias pour que ça s'arrête. Comme lui, plusieurs représentants de partis politiques en lice se sont rendus à la porte 218, notamment Prosper Nkumvondo du parti Univers, Daniel Nongwe du PCRN, LH Babangida de l'UNDP. Enveloppe ou mallette à main, plus relax, ils sont partis, sans déclaration à la presse. Gilbert Timier-Vouna, le trésorier national du RDPC, est lui aussi venu émarger pour son parti. J'ai eu ce que les autres ont eu. La première tranche est égalité, on perçoit tous la même chose. Ce qu'ils ont perçu, c'est ce que j'ai aussi perçu. Ça va nous aider nous-mêmes. Cette étape du processus est encadrée par l'article 286 du Code électoral qui stipule que la première tranche de ce financement est allouée après la publication de la liste des candidats. La deuxième tranche, quant à elle, après la proclamation des résultats est allouée proportionnellement aux résultats en faveur des candidats ayant obtenu au moins 5% des suffrages exprimés. Tout ce qui s'est fait depuis le week-end en termes de déploiement des partis politiques, du moins pour ce qui est du lancement des campagnes au sein des quartiers généraux. Suivez plutôt. C'est le tout premier candidat à désister pour soutenir Bello Bouba Maïgari de l'UNDP. Ce 27 septembre à Yaoundé, Ateki Kaston, candidat du PAL, sera suivi dans sa démarche ce dimanche 28 septembre par Maître Akerimuna, candidat investi par le parti Univers. Pour le premier, l'appel des populations à une coalition des candidats est la raison de son retrait. Vu son expérience avec l'appareil de gouvernement, et il a le courage de vouloir transformer cet appareil. Je pense que c'est tout à fait logique qu'aujourd'hui,
nous nous alignons derrière lui pour que, au lieu d'éparpiller nos voix, il faut plutôt les concentrer pour assurer la victoire. Autre candidat, autre allié, Patricia Tomaino Ndamdjouya de l'UDC. Le meeting de lancement de sa campagne se fait ce 27 septembre à l'esplanade du stade Omnisport de Yaoundé en présence de 11 leaders politiques. Ndamdjouya, vous avez vu vous-même 11 leaders et non pas de moindres. 11 leaders parmi lesquels 5 qui ont été des candidats abusivement recalés à l'élection présidentielle de 2025. Et 6 autres qui sont des leaders et non pas de moindres. Parce que lorsque vous avez la présidente du Front camerounais, qui est vice-présidente de l'Internationale socialiste, je pense que c'est tout dire. Du côté du RDPC, le lancement de la campagne dans la région du centre, c'est à l'esplanade de l'hôtel de ville de Yaoundé ce 27 septembre 2025. Ici, discours, chants et toute autre forme de prise de parole le disent, le candidat Paul Biya est celui qui veille sur le bien-être des populations. Il existe très peu de pays au monde où on vit au Cameroun comme au Cameroun. On n'a pas faim ici. On ne paye pas grand-chose pour nettoyer les ordures. C'est l'État qui porte tout ça. Quand d'autres viendront, ils ne pourront pas. Ils vont mettre des taxes tout de suite. Alors demandez au président Biya de mettre les taxes tout de suite pour les ordures, pour la dégradation de la chaussée. Elles existent ailleurs. Dans les 12 prochains jours, les candidats et leurs partis iront à la conquête de l'électorat. Terminons cette première phase avec le déploiement de Joshua aussi, qui a entamé sa campagne dans la région du Sud-Ouest. Suivez plutôt. Il vote pour la Pékin. Joshua Osei, the Social Democratic Front's presidential candidate, has emphasized his campaign tour this weekend with a powerful visit to Kumba in the southwest region of Cameroon before moving to Bonalea in the littoral region. Osei rallied supporters pledging to end the prolonged Anglophone crisis which affects both his home region and the surrounding areas. He also emphasized his commitment to federalism as a key solution, advocating an executive federalism that devolves power directly to the people, thus linking local governance with national progress. While addressing the crowd in Kumba, Osei assured citizens that his vision involves a new federal and semi-parliamentary constitution meant to supersede institutional deadlocks. Came here not to campaign. You don't campaign when you are in family. You don't campaign when you are in your own place. I'm a Kumba boy, so I came here to collect your blessings, and I am happy that this exercise is going on smoothly. I told the population here, it's just part of the message that we're having all over, that we need to change the system, and that I am the candidate coming in to change the system, whereas 11 other candidates are vying for the position of the king. And I think that power needs to come back to the people, and for that to happen, we need a new federal dispensation. I tried to explain in simple terms how that can work, and knowing that changing institutions is not all, we also need, it's a matter of urgency, to put in place socio-economic measures to, first of all, alleviate poverty, secondly, to create jobs for the youth, thirdly, to be able to provide basic services for the people of Cameroon. And I say and I repeat that the Joshua Osei presidency will give free education to Cameroonian children from the nursery school to the upper sixth level. I say that basic health care will be free of charge, and I also say that delivery, that is getting a baby,
will be free of charge from the moment you discover your pregnancy up to the second year of the child, even if the delivery is by C-section. So those are some of the measures we discussed here. There are many more measures that I invite you to go and visit under www.ocosih2025.com. Furthermore, OC's campaign tour effectively ties together the urgent calls for peace, democratic reform, and inclusive development, while connecting grassroots aspirations with his promise to bring tangible change if elected on October 12, 2025. His journey from Kumba to Bonalea highlights the unity of purpose in his message, bridging diverse regions through a shared future of empowerment and peace. Retour donc sur le plateau pour définitivement entamer la phase débat, gouvernance, institutions et sécurité. Junior Abena, première prise de parole sur la question des institutions et qui c'est peut-être la modernisation de l'État. Que propose votre candidat? Bon, s'il faut aller de façon singulière, il faut déjà dire que le candidat Issa Chiroma est présenté par l'Union pour le changement, l'UPC 2025. Et l'Union pour le changement 2025 a un programme commun de transition et de refondation. Dans ce programme-là, il y a un ensemble de chantiers, c'est-à-dire qu'il y en a 6 chantiers prioritaires. Et dans les 6 chantiers prioritaires, ce qui vous concerne ici aujourd'hui, vous parlez de la réforme institutionnelle. Donc au-delà des priorités politiques, des réformes structurelles, des réformes sociales, bon, la réforme institutionnelle ici concerne principalement tout ce qui rentre dans la souveraineté, c'est-à-dire que revoir la forme de l'État d'abord, et ça va être défini à partir du grand dialogue, c'est-à-dire les assises nationales que nous allons mettre en avant, qui sont donc d'abord un préalable, c'est-à-dire que afin de mettre en place dans ce dialogue inclusif. Ce dialogue inclusif mettra donc au finish permettra donc d'aboutir sur la forme de l'État. Ça peut être un État fédéral ou un État décentralisé, mais seulement les acteurs vont se mettre en place pour définir. Voilà pourquoi le candidat Issa Chiroma en réalité n'est qu'un vecteur qui porte le changement. Donc ce n'est pas le programme du FMCC en réalité, c'est un programme commun où il y a les acteurs de la société civile, il y a les autres partis politiques, et lui, M. Chiroma, a décidé, il s'est engagé dans cette course en prenant en compte donc ce programme commun de transition, de refondation. Donc, dans les réformes institutionnelles, on va doter également le pays d'un code électoral, c'est-à-dire qu'un code électoral qui soit consensuel. Et nous allons également revoir le code de la nationalité. Vous savez, toute la problématique pour intégrer pleinement nos frères et sœurs de la diaspora qui ont des soucis parce qu'on aime bien au Cameroun voir les lois indomptables, mais lorsqu'il s'agit de double, triple nationalité, ça devient très compliqué pour ceux qui veulent venir investir au Cameroun, pour ceux qui veulent venir même en vacances au Cameroun. Alors il faut prendre toutes les dispositions pour intégrer cette frange de notre population et qui également apporte beaucoup en termes de devises et des éléments conséquents pour le développement du pays. Donc, en réalité, dans les réformes structurelles, institutionnelles, on a un chapelet d'éléments et cela va également dans l'éradication même de la corruption, cette corruption qui gangrène notre État depuis très longtemps. Donc s'il faut rentrer dans tout ça, il faut déjà au préalable mettre la base sur les assises. Ces assises-là vont définir pour remettre en place donc un véritable socle sur lequel le pays va être bâti. Et ça, le candidat, il a 3 à 5 ans pour mener à bien donc cette bataille, ce combat avec une équipe gouvernementale. En résumé, vous procéderez quoi, par référendum, par concertation, une fois que votre candidat serait élu? Dès qu'il est élu, la première démarche, c'est donc d'abord les assises, le grand dialogue inclusif. C'est ça qui est dans le cœur même des enjeux. Voilà pourquoi plusieurs sont en train de nous rejoindre dans cette alliance et dans ce ralliement, parce que nous, on préfère parler de ralliement, parce qu'on n'est plus dans des histoires de coalition et tout ça. Ça nous a perdu énormément du temps. Ici, c'est le peuple qui a besoin de bouleversement. Et pour qu'on change, qu'on éradique, qu'on passe à une rupture systématique, il faut bouleverser les choses et rétablir donc l'ordre avec des éléments conséquents et une population et des leaders qui doivent se parler. Hilaire Zipan, que propose la candidate Tomanou Ndandjera pour renforcer les institutions et moderniser qui c'est peut-être la gouvernance?
Ben, je ne sais pas si je vais commencer par la gouvernance ou par les institutions. D'abord, il faut faire le constat. Nous avons une forme de décentralisation qui ne marche pas. Ça, c'est le premier élément. Parce qu'avant de changer, il faut faire le constat de ce qui ne marche pas. La deuxième chose, c'est qu'à la tête de ces institutions-là, parfois arrivent d'une manière illégitime certains responsables. La troisième, c'est que les institutions qui portent complètement le pays sont généralement gérées par des gens d'un autre âge. De cet élément, ce cocktail-là, il faut donc bousculer. Est-ce qu'il faut bouger d'abord les hommes, première question, ou est-ce qu'il faut passer par les institutions? Nous pensons que, quand bien même les hommes qui sont à la tête de ces institutions-là pouvaient être d'un autre âge, il n'en demeure pas moins que c'est le président de la République qui définit l'orientation. Et à partir de ce moment, le président n'est plus en capacité de pouvoir arbitrer suffisamment le jeu politique dans les institutions telles qu'elles fonctionnent à l'heure actuelle. Donc, première proposition, à partir du 12, il faut donc avoir un nouveau chef, premier élément. Deuxième élément, à partir donc des lacunes que nous trouvons dans la décentralisation, il faut mettre en place un grand dialogue qui permette à ce que la zone anglophone qui se trouve aujourd'hui être en crise et qui nous coûte 1,5 de croissance puisse retrouver toute son autonomie et toute sa capacité de fonctionnement. La troisième, c'est que pour pouvoir arriver à cette situation désastreuse, le président de la République n'a pas été aidé par un certain nombre de ses collaborateurs. Et donc, ce gouvernement actuel, qui est de 8 ans, doit pouvoir assumer sa responsabilité dans la dégradation de la gestion de la chose publique. D'où la nécessité d'avoir à l'option une candidate qui puisse avoir la capacité de gérer ces problèmes-là. Au niveau du conseil, au niveau des conseils municipaux, il y a des problèmes. Elle a l'expérience. Au niveau des conseils régionaux, il y a des problèmes. Elle a l'expérience. Au niveau de l'Assemblée nationale, il y a des difficultés. Elle a l'expérience. Il faut donc, à partir du cumul de cela, que l'on puisse arriver. Mais il n'en demeure pas moins, et c'est ça c'est l'important, que pour pouvoir arriver à cette tâche titanesque, on a besoin d'une équipe. Et c'est pour ça que nous, les alliés, nous sommes venus d'abord former le premier jet de cette alliance-là. Ensuite, nous pensons, et nous l'avons dit pendant très longtemps, avec autant de mécanismes, qu'il est tout à fait bon qu'un certain nombre de partis politiques se mettent ensemble. Et ces partis politiques-là, nous avons travaillé déjà sur un code consensuel du code électoral, dont on pense qu'on peut trouver profit à l'améliorer, et beaucoup plus en tendant la main aux nouveaux venus. Et cela vise à ce que la candidature consensuelle semble être de mise. Je me félicite aujourd'hui que tous ceux qui étaient sceptiques par rapport à cette démarche-là s'en rendent compte qu'il y a à peu près aujourd'hui un certain nombre de leaders ou de candidats qui apparaissent avec des groupes à derrière. Donc nous pensons que cette méthode, cette manière de pouvoir élaguer tous ceux qui ne prônent pas puissent se retrouver, mais toujours en gardant de fil que le meilleur candidat, c'est celui qui est dans notre famille politique. Et notre famille politique, c'est ceux qui ont travaillé aussi inlassablement pour la construction d'un Cameroun nouveau. Pour vous, l'âge est-il un élément, un facteur déterminant pour le centre des réformes de vos propositions? Je ne pense pas que l'âge ne peut être un problème. À partir du moment où on parle de l'âge, ça veut dire qu'on est en panne d'arguments. Pourquoi? Parce que la révolution tunisienne, si vous le savez très bien, le printemps arabe, a été menée par une jeunesse, mais le président qu'ils ont sollicité, c'était un monsieur qui avait 88 ans. C'est par contre l'intégrité, la démarche. Et je pense que cela, il est tout à fait très intéressant que pour lequel les Camerounais regardent objectivement la qualité du candidat, il faut interroger son passé. Et il ne doit pas avoir donc un passif, mais plutôt un passé. Et il faut donc voir ses responsabilités lorsqu'il était aux affaires, pour ceux qui étaient aux affaires, et que l'on voit ses responsabilités, et on voit son bilan pour les élus. À partir de cet élément-là, on peut avoir une idée de ce que c'est, s'il respecte pour autant sa parole, à partir du moment où il était conseiller municipal, député, maire, pour ceux qui ont été au gouvernement, s'ils ont respecté complètement leur parole quand ils étaient membres du gouvernement. Je pense que cette clarification-là, cette manière de faire-là, vise à ce que l'on puisse avoir la clarté dans toute la démarche. Parce que nous ne pouvons pas condamner un système tout en cherchant à élaguer ou en essayant d'éliminer toutes les responsabilités. Nous sommes tous dans un même bateau, celui du Cameroun. Il y a un chef qui est le président Biya, mais pourtant, s'il assume la responsabilité en dernier ressort, chacun doit pouvoir assumer les actes qu'il a posés pendant tout son mandat. Que ce soit élu, que ce soit membre du gouvernement. Serge Gauthier, sur les réformes et la modernisation de l'État, que prévoit le candidat Pierre Kouemo?
Écoutez, quand vous parlez, on parle de ces réformes institutionnelles, on pense au pouvoir exécutif, au législatif et au judiciaire en priorité, et d'autres pouvoirs, d'autres institutions comme le Conseil supérieur, l'institution que dirige M. Yang-Luc. Alors, il faut déjà savoir une chose, c'est que concernant le pouvoir, les relations entre le pouvoir exécutif et le pouvoir législatif, il y a une trop forte présence du président de la République qui empêche aujourd'hui, ou de l'exécutif qui empêche aujourd'hui un certain nombre d'actions au gouvernement dans l'État du Cameroun. Premier exemple concret et pratique, les enquêtes parlementaires pour mieux contrôler l'action gouvernementale n'existent pas parce qu'elles nécessitent une certaine permission, les lois en la matière sont opaques, il y a des blocages, les députés font face au goulot d'étranglement. Or, l'une des missions centrales, en dehors de voter la loi, c'est pour le député, c'est de contrôler ce que le gouvernement fait du budget, c'est-à-dire de l'argent, des impôts, des recettes douanières et des produits du sous-sol et des emprunts des Camerounais. Donc, il est important qu'aujourd'hui, il y ait un rééquilibrage de ce côté entre le Parlement et le pouvoir exécutif pour que le Parlement puisse mieux contrôler ce pouvoir et que la séparation de pouvoir soit réelle. Sur le plan judiciaire, on se rend également compte qu'il y a une forte prééminence du chef de l'État qui dirige le contrôle supérieur de la magistrature et qui peut donc manipuler la carrière des magistrats et par conséquent leur indépendance. Donc il faut que le conseil de la magistrature suprême aujourd'hui soit une institution qui soit davantage indépendante par rapport à l'emprise de l'exécutif pour qu'il y ait la séparation de pouvoir et que les magistrats eux-mêmes soient contrôlés. Il y a des commissions d'évaluation de leur travail auprès des juridictions et des instances et de la cour d'appel parce que en même temps on rendra le magistrat indépendant, en même temps on doit le surveiller pour que, même si, après avoir amélioré ses conditions de vie, pour que sur le plan de cette justice en laquelle les Camerounais n'ont plus confiance, que cela soit rapidement restitué et restauré. Il y a le Conseil économique et social. Vous savez que sur le principe, c'est un organisme économique et social, c'est-à-dire qui est un conseil qui doit évaluer, apprécier la condition, la situation économique du pays, sociale du pays et pouvoir faire des suggestions à l'État, au gouvernement. Aujourd'hui, on se rend compte que c'est une institution à la fois budgétivore, mais vide du point de vue du contenu. Il est question de renforcer son contenu et sa ressource humaine pour que, justement, lorsque nous avons des crises, des situations comme la crise anglophone, la situation comme la Covid, la vie chère, ainsi de suite, que la technicité du Conseil économique et social viennent en appui au gouvernement en tant qu'institution de proposition de solutions fortes. Il y a la question de la décentralisation qui est au cœur des questions de gouvernance aujourd'hui. Il faut réellement transférer les compétences aux communes. Parce que vous voyez, monsieur Dipita, toutes les communes du Cameroun se plaignent de ce qu'il y a un problème de la voirie qui n'est pas entretenue, parce que le budget, quand on enlève les communautés urbaines, les grandes mairies de ville, très peu de communes ont un budget supérieur à 1 milliard ou 1,5 milliard. Et maintenant, dans la gestion, par exemple, de la voirie, 1 kilomètre de route coûte autour de 2 milliards. Donc, c'est-à-dire que parfois très supérieur, et on est en train d'accuser les maires qui n'ont pas suffisamment de ressources pour pouvoir mettre tout cela. Donc, dans le cadre de notre réforme institutionnelle, ces pouvoirs-là, les pouvoirs que nous avons évoqués, il doit y avoir un rééquilibrage pour que le président n'ait plus la prééminence exclusive, absolue, puisque nous disons que nous sommes dans une démocratie et que la séparation des pouvoirs doit être le maître mot et le Mais dans le fond, vous gardez la forme actuelle de l'État, un État unitaire décentralisé. Écoutez, nous à l'UMS, le débat sur la forme de l'État, nous estimons que s'il arrive, c'est parce qu'il y a un problème de mauvaise gouvernance, de mauvaise répartition, de redistribution des richesses, mauvaise justice sociale et mauvaise égalité des chances. La forme de l'État n'est pas une solution miracle, pour la simple raison qu'on peut avoir un État décentralisé ou bien fédéralisé, mais dans lequel les acteurs sont toujours corrompus, dans lequel les richesses sont toujours mal distribuées, il y a toujours une injustice sociale à l'échelle microscopique, et ça ne va pas résoudre les problèmes. Les populations seront toujours frustrées, auront toujours un problème. Donc le problème de fond
au niveau de la question de l'État, c'est l'assainissement global de la gouvernance pour que tout le monde se trouve... La deuxième thématique, vous gardez la parole, on va refaire le sens inverse pour avoir un temps d'antenne équitable pour chacun. Parlons de la lutte contre la corruption et de la gouvernance sous fond de transparence. Alors, quels sont les mécanismes concrets proposés pour éradiquer la corruption et instaurer une gouvernance responsable? Premièrement, appliquer l'article 66. De tous les responsables systématiquement à l'entrée de toute fonction publique et à la sortie de toute fonction publique pour que pour qu'on évalue l'état d'enrichissement des responsables aux affaires publiques. Deuxièmement, interroger, appliquer de façon stricte et rigoureuse l'enrichissement illicite qui n'est pas qu'une affaire des publics, mais aussi des privés dont on découvre aujourd'hui avec la crise morale et sociale et sociétale que les gens ont des fortunes dont on ne peut pas souvent justifier l'origine, qui sont des prêts de nom. Dans toujours la question de la gouvernance, vous savez que l'une des experts en la matière, c'est le professeur Biwele. Elle écrit, qui publie un ensemble de notes en la matière, et 151 directeurs généraux au PCA sont aujourd'hui dans l'illégalité. Il est question d'appliquer de manière stricte, rigoureuse, sévère la loi, parce que quand il y a un prolongement, le directeur le plus ancien, général le plus ancien, Camille Mouté Abidjas, qui est un frère de ma région, a 31 ans. En ce moment-là, il y a une volonté, un réflexe d'accaparement, d'appropriation de l'institution comme si c'était sa propre chose. Or, si les mandats sont bien respectés avec des contrats de performance que nous allons imposer, des évaluations... Apparemment, là, vous parlez du principe. Ce ne sont pas forcément les faits. Je vous laisse poursuivre. Non, dans le principe, il doit avoir 3 ans, un directeur général, qui est renouvelable jusqu'à 9 ans. Et que maintenant, vous savez, les entreprises parapubliques, les établissements parapublics sont menacés, les personnels sont menacés. 23 355 personnels sont menacés de licenciement à cause de mauvaises performances. Et l'État du Cameroun, vous parliez donc de gouvernance, est obligé tout le temps de subventionner ces entreprises. Or, pour éviter qu'on en soit là, il faut maintenant, avoir des appels à candidature dans le recrutement de ces directeurs généraux et PCA, et maintenant leur fixer des contrats de performance, les évaluer de façon rigoureuse et sanctionner de façon rigoureuse. Vous savez, une entreprise d'État qui fait du bénéfice, ça fait de l'argent à l'État pour l'injecter dans un autre secteur, dans un autre couloir. Il faut systématiser les commissions d'audit. Au Cameroun, l'audit est comme une maladie. On a peur de l'audit. Il faut qu'on apprenne à auditer et cela sera fait. Et c'est pour ça que l'indépendance de la magistrature dont je parlais tout à l'heure est un élément important, est un élément déterminant pour le contrôle du fonctionnement de l'État, de la gestion des affaires publiques. Vous parliez de cette gouvernance. Monsieur, la Banque mondiale dit par exemple qu'au Cameroun, les projets durent 3 fois qu'à l'ordinaire et ils coûtent 3 fois plus cher. D'accord. À cause de quoi? De la mauvaise maturation des projets, de la durée des projets, de cette durée et de la... Merci. Donc, il faut absolument durcir et renforcer le contrôle, s'il vous plaît, dans l'attribution des marchés publics, leur maturation, leur réalisation et puis la réception. Lutte contre la corruption et gouvernance, transparence, focus sur les mécanismes concrets proposés par votre candidate. Ben non, je pense qu'il ne serait pas tout à fait de bonne politique et de pouvoir alimenter les lecteurs si on vient remodifier ce qui ne marche pas. Ce qui à l'heure actuelle ne marche pas, Tipita Tongon. Donc ça ne sert à rien d'essayer de faire du saupoudrage. Il faut renverser complètement la table. Et c'est pour ça que je disais que le diagnostic qui nous semble tout à fait très intéressant, c'est de voir à partir des institutions, quels sont les moyens qui permettront d'alimenter. D'abord, nos institutions à l'heure actuelle marchent très mal. Pourquoi? Parce qu'on a une crise extrêmement latente. La crise du Nozo. Elle date de 1961, dans laquelle on n'a pas pu faire une harmonisation avec nos frères anglophones. En fait, premier élément. Est-ce qu'il faut pour autant régler la crise anglophone? Et je vous ai dit, ça nous coûte 1,5 de croissance pour que nous puissions... 1,5 de croissance dans un pays qui a 3%, qui a 3 points de croissance, c'est énorme. Si vous voulez, en termes de proportion de budget, ça nous fait perdre à peu près 500 milliards de francs CFA que nous mettons pour garder le régalien de l'État, c'est-à-dire que pour maintenir les forces de maintien de l'ordre là-bas. Et pendant ce temps, toutes nos populations qui vivent là-bas ne peuvent pas payer les impôts parce qu'ils sont en zone de guerre. Donc, vous voyez le mécanisme. Donc, première des choses, il faut donc régler ce problème du Nozo. Et régler ce problème du Nozo reviendra certainement à mettre en débat la forme de l'État. Donc, je voulais repréciser parce qu'on va revenir là-dessus. Bien sûr. Premier élément. Deuxième élément, elle va, naturellement, une fois que vous avez remis cela, il va y avoir un problème de gouvernance.
La gouvernance, c'est que cette gouvernance-là qui est fédérale aujourd'hui, faisons toujours la critique de ce qui existait avant pour pouvoir projeter. La gouvernance actuelle, M. Tibita Tongo, si nous prenons deux concepts, la première, c'est les finances publiques et de l'autre côté, c'est le personnel que l'on nomme. En ce qui concerne la finance publique, vous vous rendez compte aujourd'hui que l'État, dans l'heure actuelle, a 3 recettes. Elle a les impôts, elle a la douane et, bien entendu, les ressources que nous vendons. Donc, elle peut avoir nécessairement de l'autre côté sous forme des emprunts. Nous sommes sur ajustement structurel en permanence. Ça veut dire, autrement dit, qu'il n'y a que la Banque mondiale qui nous donne à tous les mois un peu d'argent pour pouvoir régler le régalien. Et donc, à partir de ce moment-là, on ne peut pas développer quelque forme d'investissement. On ne peut pas. Parce que la Banque mondiale, elle regarde les ratios pour nous permettre de se développer. À partir du moment où vous avez un taux de croissance qui est tiré par le nozo, à partir du moment où vous avez complètement une mauvaise dépense, naturellement, le pays ne peut pas partir. Comment on va donc faire pour régler? Il faut d'abord que l'État, dans son fonctionnement, puisse avoir l'équité normale. L'équité normale veut dire que si M. Tibita Tongo, vous devez payer 100 francs, vous payez les 100 francs. Ensuite, si l'État doit vous payer les 100 francs, elle doit payer les 100 francs. Et ensuite, celui qui a 1000 francs, qui doit payer l'État, payer les taxes, doit payer les taxes. Conséquemment à ses revenus. Or, à l'heure actuelle que nous avons, M. Tibita Tongo, nous avons nécessairement des Camerounais qui ont la fortune publique en détention. Et de l'autre côté, le petit débrouillard qu'on doit pouvoir mater en permanence pour qu'il puisse s'acquitter de sa taxe. Vous avez une fiscalité locale qui est extrêmement pesante et vous avez une mauvaise répartition de la dépense. Et dans la dépense, alors là, c'est la catastrophe. Entre la commune qui devrait avoir plutôt un certain nombre de moyens pour pouvoir régler les problèmes de base, entre la région et après cela, entre l'État central, il y a là complètement un multiporte à partir de ce qu'on appelle l'unicité de la caisse de l'État. Conséquence, lorsque vous n'avez pas la bonne recette, vous n'avez pas nécessairement les bonnes dépenses. Lorsque vous n'avez pas la bonne dépense, vous n'avez pas pratiquement la bonne vision. Dans tout ce Capharnaüm, vous avez maintenant les problèmes en ce qui concerne le management des humains. Nous ne pouvons pas dire que dans toute la fonction et dans toutes les responsabilités, ne doit avoir accès que les fonctionnaires. Et là, il y a encore un autre problème, c'est que les fonctionnaires nous ont plombé complètement tout. Et il y a des secteurs d'activité dans lesquels il y a un type de fonctionnaires qui y vont. Je prends par exemple l'administration du territoire. Si vous n'êtes pas administrateur civil, vous pouvez faire l'administration du territoire. C'est pas normal. On peut être un bon policier et être un bon administrateur. On peut être un bon gendarme et être un bon administrateur. Donc, permettre à ce que cela puisse se faire, c'est une bonne chose. Le dernier point, c'est de pouvoir donner la capacité aux juges et aux magistrats d'être suffisamment autonomes. Monsieur Tibita Tongo, je vais vous faire une révélation. Est-ce que vous savez qu'il y a un texte qui permet à l'État d'accompagner tout magistrat pour le mettre à l'abri du transport en commun? C'est-à-dire qu'autrement dit, lorsque vous prenez fonction en tant que magistrat, l'État doit vous accompagner pour que vous ayez un véhicule. Imaginez un magistrat qui prend un taxi, qui prend une moto pour arriver au service. Il ne peut pas rentrer décemment. Donc cette disposition de texte-là existe. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est que la forme de l'État, à l'heure actuelle, avec la collecte des impôts, pose un problème. Et enfin, la répartition des dépenses pose un autre problème. Et le dernier point que je voudrais ajouter, c'est qu'il y a un autre élément qu'il faudra que les gens retiennent. Vous avez, pour pouvoir superposer les communautés, notamment la commune et les régions, vous avez ce qu'on appelle le FECOM. On ne peut pas donc avoir une banque qui collecte pour l'ensemble des communes dans une centralisation et qui par elle-même portionne 15% pour son fonctionnement et ne distribue que 85%. Résultat de course, pour que je fasse une imagerie pour que les gens comprennent, Douala qui apporte 40% dans le produit intérieur brut du Cameroun, en termes de mécanisme de rétrocession de sa collecte des centimes additionnels communaux, permettez-moi que je reste dans les grands concepts, vous n'avez à peine à Douala que 100 milliards. Donc en même temps, Douala contribue pour près de 300 milliards en ce qui concerne les centimes additionnels communaux, mais en même temps ne reçoit que 100 milliards. Tous ces mécanismes-là ne permettent à ce que l'on ne peut pas avoir un résultat. Il faut changer cette forme de l'État-là, changer les mécanismes de collecte, changer la dépense et sortir du FMI. Le FECOM, c'est l'acronyme du Fonds spécial d'équipement et d'intervention. Qui a pour président de conseil d'administration le ministre. En plus. Intercommunal. Junior, sur la lutte contre la corruption et la gouvernance. Bien sûr, la lutte contre la corruption, il faut dire que c'est un chantier immense, parce que c'est le cœur même de notre programme commun de transition et de refondation. C'est-à-dire que la gouvernance ici, vous voyez qu'on a un système d'abord. Au départ, il faut bien mettre en place le tableau. Il faut présenter le tableau qui est obscur. C'est-à-dire qu'on nous a habitués avec un système hyper centralisé. Il faut déconstruire tout ça.
il faut apporter des réponses à cette impunité que nous voyons tous les jours. C'est-à-dire qu'il faut appliquer les sanctions. Et dans l'une des priorités que j'ai évoquées tout à l'heure, c'est-à-dire que l'audit complète et indépendante des ressources de l'État et tout, il faut la reddition des comptes. Tous ceux qui ont plongé l'argent dans les caisses publiques, dans les domaines publics, on parle de la braderie foncière. On parle également de cette prédation foncière. Le cas de Dicolo, ça nous revient. Et pas plus très loin, il n'y a pas quelques semaines encore, le cas du marché des femmes à Nubel. Vous savez que Madame le maire Fampour, on aime bien cette dame, elle se bat, elle est brave, mais elle a voulu moderniser le marché des femmes. Et aujourd'hui... C'est ça un lien avec la corruption. La corruption, c'est que le domaine de l'État, cette prédation, cette dépossession du patrimoine foncier de l'État, ça pose un problème. Madame le maire casse le marché pour moderniser et quelques jours après, elle découvre qu'il y a des personnes qui arrivent, des hauts placés, les membres du gouvernement, on vous parle des personnes ressources du RDPC, qui apportent des titres fonciers signés il y a plus d'un an. Qu'est-ce que vous proposez pour éradiquer la corruption? Nous proposons d'abord le rationnement de la dépense publique. Elle est de mise. Il faut la reddition du train de vie de l'État. Il y a tout ça. Il faut également éliminer cette gabégie, cette forme de prédation foncière dont on a parlé tout à l'heure. Mais pour ça, il faut faire une audit d'abord de l'état des lieux. Et maintenant, mettre en place, c'est pour ça qu'il faut absolument un gouvernement. C'est-à-dire c'est pour ça que j'ai dit que dans cette transition-là, ce n'est pas une histoire d'une personne. Il faut qu'au cœur de la transition, au cœur de ce gouvernement, qu'il y ait des gens qui vont répondre d'abord, ceux qui sont là, et ceux qui viendront faire le ménage. Parce qu'on ne peut pas continuer dans cette forme d'opacité perpétuelle dans la gestion des biens publics. Voilà pourquoi il faut apporter des réponses. Et ces réponses-là, c'est au cœur des leaders qui vont être dans la gouvernance pour impulser donc et créer, mettre en place donc un fondement potentiel pour créer donc ce qu'il faut, une véritable émergence. On ne peut pas parler d'économie dans l'État du Cameroun qui est hyper endetté. Vous voyez que rien que le traitement de la dette prend pratiquement la moitié du budget de l'État. Cet État ne peut rien. Et le peu qui reste là, il y a encore des cafouillages. Actuellement, M. Zipa a dit qu'on est pratiquement dans les programmes d'ajustement parce qu'ils ont changé de nom simplement. Ils ont parlé de plans économiques et financiers. Mais en réalité, nous sommes dans les ajustements structurels du FMI. Et on continue dans cette spirale d'endettement sans voir des fruits. Donc voilà pourquoi il faut stopper ça. Il faut mettre en place maintenant une véritable ingénierie pour sortir... Concrètement, ça consiste en quoi dans votre programme? Mais dans notre programme, et là on va aller plus loin, parce que sur les 6 points, je n'ai pas pu évoquer tous les 6 points. Dans les 6 points, il y a aussi l'aspect du partenariat, c'est-à-dire que rentrer dans la diversification de nos partenariats. Parce que ça, en fait, le Cameroun est resté gelé dans un modèle néocolonial, il faut le dire. C'est ça on est dans cette emprise-là. Donc il faut sortir, on parle de panafricanisme, on parle d'afrocentricité. Donc il faudrait remettre l'Africain, le Camerounais au cœur de sa décision. On ne doit pas toujours être dépendant des accords. Vous voyez les APE qui plombent. Après, on vous parle d'import-substitution. Vous voyez ce genre de marasme économique, ça fatigue les Camerounais. Pourtant, on a ouvert les frontières. Pendant qu'ailleurs, les frontières sont des domaines de souveraineté. Voilà pourquoi il faut faire une rupture systématique. Le candidat Issa Chourouma, c'est le candidat de la rupture. Il faut balayer tout ça pour ramener un Cameroun qui soit un pays qui peut être une attraction, c'est-à-dire attractif et apporter des éléments citatifs. Parce qu'il y a des capitaux à l'étranger. Abordons à présent les questions d'indépendance de la justice et liberté publique. C'est votre tour de prendre la parole en premier. Concernant l'importance de la séparation des pouvoirs, de la protection des libertés et des moyens pour consolider l'état de droit. Hilaire Zipan, que propose... ben ça c'est un domaine qui me semble tout à fait extrêmement technique. On va presque m'arracher la parole, je veux dire que... Non, c'est un domaine qui est très technique. Je pense que les domaines des libertés sont définis. Est-ce que pour autant le cadre des libertés que nous avons à l'heure actuelle, nous la respectons? Non. La plupart des textes que nous avons ratifiés, nous ne les avons pas respectés. Je ne prends qu'en ce qui concerne le code électoral. Le Cameroun a ratifié, bien entendu, le code du Lomé qui dit qu'un code ne peut être que consensuel. Or, le code aujourd'hui qui régit l'organisation de cette élection n'a été adopté que par le RDPC. C'est pour ça que ça pose un problème à tout le monde.
Ça, c'est le premier élément. Donc, je pense que là, sur ce point-là, si nous avons ratifié un texte, il faut bien le respecter. Ça, c'est la première. La deuxième, c'est que dans le même temps, dans la séparation de l'organisation étatique telle qu'elle fonctionne à l'heure actuelle, on a du mal à savoir où se trouve le rôle de tel et le rôle d'une autre personne. Je ne prends que le cas du processus électoral, pour que vous compreniez très bien. Le processus électoral est encadré par l'ECAM. Elle décide purement et simplement de pouvoir prendre une position, d'adopter les gens, de retenir les gens sur les listes électorales. Et elle est contestée immédiatement par l'autre juridiction qui semble être le Conseil constitutionnel. Mais monsieur Dipita Tongo, c'est là d'où le marasme arrive. Vous avez dans la même juridiction, le même jour, dans la même audience, on dit on ne lit pas les statuts d'un parti politique ici pour envoyer quelqu'un. Et dans la même audience, dans la même juridiction, on change de l'autre côté, on lit le... Donc vous voyez qu'il y a là un problème de compétence. Ce n'est même pas un problème de texte, parce que les textes sont effectivement séparés. Donc là, maintenant, ça pose le problème des hommes, parce qu'au-delà des textes, il y a les hommes qui sont en capacité de pouvoir faire fonctionner les choses. Quand nous prenons donc l'Assemblée nationale, nous prenons l'âge de mon ami, le très grand président, Kavaï Guédibrel. Vous pensez qu'il est de nature à pouvoir propulser cette Assemblée-là pour qu'elle puisse être dans le régalien de l'État, ou de pouvoir regarder les choses comme cela se doit? Pour faire une digression en ce qui concerne, par exemple, le processus électoral. On réserve 1 milliard de francs CFA pour financer une campagne présidentielle. Dans le même temps, on donne 35 milliards à l'ECAM pour le faire. Résultat de course, vous avez tous les panneaux publicitaires aujourd'hui qui sont complètement affichés par le RDPC. Pendant ce temps, c'est... Vous êtes encore dans le constat. Le RDPC n'est pas sur le plateau. Ah non, je dis que je fais un constat que c'est complètement affiché parce que oui, d'accord, c'est pour ça qu'il faut... Oui, tout à fait. On va tout de suite dans la réforme. Je conviens avec vous. C'est pour dire que quoi? Qu'en principe, on est dans un domaine complètement technique dans lequel la plupart des spécialistes pour nous faire des propositions adéquates. Une fois que vous avez réformé l'État en ce qui concerne la forme de l'État, le fédéralisme, il va sans dire que tous les autres textes vont avoir des modifications qui renvoient au fait qu'on doit pouvoir adopter pour la plupart. Monsieur Dipita Tongo, je voudrais faire une révélation. Vous allez dans les textes qui organisent pratiquement la gestion de la fortune publique. Pour nous prendre toujours des petits cas. Vous avez des textes qui encadrent complètement le receveur municipal, qui n'est pas tenu avec tous les instruments aujourd'hui de technologie d'avoir le rendu de sa comptabilité au 30e jour. Elle se fait 1 an après. La loi de règlement de l'État du Cameroun s'adopte 4 mois après. Les consolidations des comptes en ce qui concerne les sociétés d'entreprise, 1 an après. Donc, à partir de ce moment-là, nous avons des textes qui ne sont pas adoptés. Donc, première chose, en réformant l'ensemble de nos institutions, on touche conséquemment tous les textes qui organisent notre vie. Et ça permet en ce que, dans les libertés publiques, elles doivent être encadrées en fonction de cette nouvelle disposition. Il y a pas mal de textes aujourd'hui au Cameroun qui nous donnent la possibilité de laisser croire que nous sommes dans un état de droit, qui dans la réalité ne sont pas dans un état de droit. Serge Gauthier, sur les questions d'indépendance de la justice et liberté publique, s'agissant de l'importance de la séparation des pouvoirs, de la perception des libertés et des moyens pour consolider l'état de droit, quelles sont les propositions que font votre candidat? Bon, je voudrais commencer par dire que la question est complexe parce que j'y ai répondu en parlant du fait qu'il y aurait des mécanismes qui permettraient de contrôler les magistrats. Il faut renforcer l'indépendance de la magistrature par rapport au pouvoir exécutif. Mais nous préconisons l'adoption d'une charte de la démocratie qui consacre la liberté de la presse et d'association. Parce qu'aujourd'hui, on se rend compte qu'on a d'ailleurs des journalistes qui sont emprisonnés au quotidien. Les associations n'ont plus la capacité facilement de s'exprimer. Le rapport de l'ONG Nouveaux droits de l'homme de février 2019 indique clairement que 85% des manifestations publiques et 65% des réunions publiques sont systématiquement interdites au Cameroun. Ça, c'était en février 2019, quand le rapport était publié. En 2025, c'est pire. Donc, il faut une adoption d'une charte de la démocratie, mais il faut également promouvoir les libertés publiques et sanctionner de façon sévère et punir de façon sévère tous ceux qui se livrent aux abus, aux violences. Je vous prends un exemple concret. Lorsqu'un sous-préfet se permet, par exemple, de vous arrêter, même si la loi le permet, c'est une séquestration. Oui, mais quelles sont les réformes que vous proposez dans ce cas? Mais les réformes, c'est ce que je viens de dire. C'est-à-dire qu'adopter une charte, par exemple, est une réforme. Sanctionner est une réforme. Claire et punir est une réforme de tous ceux qui se livrent aux abus. Nous disons aux abus divers. C'est-à-dire que
nous avons par exemple l'habitude, moi j'ai l'habitude de dire, et nous le disons à l'UMS, l'espace public est un espace commun à tous. L'espace public, c'est-à-dire puisque l'État c'est un territoire, une population et un gouvernement. Le gouvernement nous dirige, mais c'est nos délégataires. Nous leur avons délégué le pouvoir. Il est hors de question, il est anormal qu'au nom d'une caprice, en fonction d'un intérêt calculé et orienté, un sous-préfet se permette d'interdire à quelqu'un qui déclare, c'est-à-dire qu'il lui donne juste l'information. Il ne demande pas la permission. Il lui dit, je suis en train d'organiser ma manifestation, ma réunion, je vous informe que je la fais. Il se permet de faire... ce type de comportement doit être sévèrement puni parce qu'il n'est pas motivé de façon objective. Et c'est cela pour les libertés publiques, parce que vous savez, les libertés publiques sont au cœur de la confiance et de la considération dans une démocratie de ce que les populations et le peuple a et de la considération qu'il a pour les institutions. Si les gens se sentent muselés, je viens de prendre le cas de la presse, les associations se sentent muselées, elles ont l'impression, et c'est pour cela qu'on considère le Cameroun comme une dictature. Il faut que les Camerounais se sentent libres conformément aux lois de la République sans tricherie. C'est pour ça que la charte de la démocratie est quelque chose de très primordial. Et même pour les journalistes, c'est-à-dire que lorsque les journalistes connaissent qu'il y a une charte de la démocratie, même les organes de régulation, les associations des journalistes et même les journalistes eux-mêmes individuellement vont prendre conscience de ce qu'il y a un cadre légal concerté et commun, consensuel, qui permettent de réguler la cohabitation et la cohésion de tous dans le pays. Je voulais, si vous permettez 30 secondes... c'est la même question. Donc, je voulais rapidement parler de la gouvernance sur deux choses rapides. Première chose que j'avais oublié de dire, réduire le temps de vie de l'État. Il y a 65 ministères qui sont nombreux et qui semblent inutiles. On peut les réduire. Ça permet d'économiser l'argent et faire une réforme budgétaire. L'État consomme beaucoup plus qu'il n'investit. Il faut réduire le paradigme, c'est-à-dire le pourcentage du fonctionnement de l'État pour le consacrer à l'investissement, sachant que d'après le MINEPAD, qui est une direction au MINEPAD, 65%, on n'a jamais dépassé 65% des investissements publics. Junior, sur les questions d'indépendance de la justice et liberté publique, importance de la séparation des pouvoirs, de la protection des libertés et des moyens pour consolider l'état de droit, avez-vous des réformes? Oui, il y a des réformes. Et vous savez que c'est un domaine qui déjà vous intéresse aussi, vous les hommes des médias. Vous savez, vous avez vous-même été victime ici à STV de cette dérive autoritariste. Et il y a tout un chapelet de restrictions de liberté publique qui ont été évoquées. Vous savez, l'ONU a fait une sortie. Et l'ONU est partenaire dans ce programme de cette campagne électorale au Cameroun. Tout ce qui rentre dans le processus électoral. L'ONU a signé des accords avec les CAM. Et quand l'ONU, qui est une institution globalisante, vous rappelle à l'ordre, parce que chaque fois il y a des sorties de piste, vous voyez, il y a des ministres qui font du bras de... Les sous-préfets zélés, et tout ça, ça pose un problème. Voilà pourquoi il faut faire une réforme, la réforme judiciaire. Et c'est ça même qui était au cœur même de la crise anglophone. Vous savez, nos frères anglophones ont du mal avec le système francophone qui est... là-bas, ils ont le common law. Ici, nous avons le c'est un point au menu, donc on en parle tout à l'heure. Oui. Je vous laisse poursuivre sur les questions d'indépendance, de liberté. Indépendance de liberté, mais il faut appliquer la loi et il faut que l'administration ne soit pas le gourou qui est toujours en train de devenir une forme de moulinex au lieu d'accompagner les acteurs politiques et même de la société civile. Il faut arrêter un peu cette forme de zèle tout azimut, ces bras de fer, cette forme de contrainte autoritariste. Vous proposez ? Nous proposons, au cœur de cette démarche-là, nous proposons d'abord la séparation des pouvoirs. Il faut une séparation des pouvoirs. Parce que le président qui est là, c'est lui qui est également qui préside le Conseil supérieur de la magistrature. Vous voyez, ça devient, la carrière des magistrats et tout est complètement mise entre guillemets parce qu'il faut faire plaisir au prince. Donc du coup, on ne peut
pas donner raison à une justice qui est féodée. Voilà pourquoi il faut séparer les pouvoirs de façon structurelle et même dans la réforme même des lois, les lois fondamentales du Cameroun. Donc, n'allons pas plus vite que la musique. Vous savez, la première des choses, c'est de mettre en place un gouvernement qui va éradiquer tout ça. Et après, les lois doivent être votées à l'Assemblée. Et la question de loi, ça viendra avec les élections les législatives et tout. Et là, nous aurons un Parlement qui pourra définir. Mais seulement, il faut déjà une impulsion. Voilà pourquoi il faut placer dans ces jalons-là pour permettre à ce qu'on ait une vision. Parce que le Cameroun n'a jamais eu une véritable vision d'émancipation. Parce que même cette fonction présidentielle-là, elle est complètement souvent inféodée par des approches extérieures qui conditionnent même la justice. Vous avez vu M. Macron en plein salon de l'agriculture ou bien à Paris, un influenceur qui est venu, M. Macron, le président emprisonne les opposants. Oui, je vais mettre la pression. Donnez-moi les noms, je vais mettre la pression. Donc vous comprenez que nous sommes toujours dans cette forme on a infantilisé, les grandes puissances ont infantilisé notre justice. Ça fait qu'on ne peut plus continuer avec ce modèle. Donc il faut changer de paradigme. Alors, il faut changer de paradigme. Question de sortie, on va parler de sécurité et notamment des différentes crises qui minent les régions du nord-ouest, du sud-ouest, mais également Boko Haram dans le septentrion, notamment à l'extrême nord. Sortie durable de crise dans le NOSO, solutions politiques, économiques et sociales pour amener la paix, favoriser la réconciliation et la relance pour le développement. Serge Gauthier. Alors, la question de la crise, de la solution de sortie de crise dans le NOSO commence d'abord par l'instauration d'un dialogue inclusif. Sur plusieurs plateaux, nous à l'UMS, vous voyez, nous disons toujours que, comme le GECAM l'a fait avant la campagne présidentielle, nous invitons tous ceux qui sont les leaders du NOSO, qui se reconnaissent dans les revendications, de clairement faire des lettres ouvertes ou des tribunes dans lesquelles ils posent des questions. Pourquoi je le dis, monsieur Dipita? Parce que vous, journalistes, vous avez invité au moins 2 leaders anglophones sur vos plateaux, notamment sur l'entretien. Vous avez posé la question à monsieur Eric Tindji. On lui a également posé la même question sur une autre chaîne concurrente, sur quel était le problème de la crise anglophone. 3 fois, il n'a pas pu répondre. Il y en a qui estiment que c'est le problème de Fumban. Il y en a qui estiment que c'est la question du fédéralisme. Il y en a qui ont d'autres raisons. Il y a même ceux qui sont séparatistes. Il est donc de bon temps aujourd'hui que les anglophones qui sont concernés, les ressortissants du NOSO, qui sont des leaders, prennent la parole ouvertement pour que ceux qui vont prendre le pouvoir ne leur imposent pas ni une méthodologie, ni les actions fortes. Deuxième chose, une commission indépendante internationale qui va arbitrer la question dans un endroit neutre. Parce que figurez-vous, l'un des problèmes qui a eu lieu lors du grand dialogue, M. Dipita, c'était que le gouvernement, il n'y avait pas de conditions de sécurité, les conditions n'étaient pas réunies et tout rien n'était consensuel. Or, puisqu'on est concilié, il y a ce qu'on appelle, une auteur appelait l'ère du soupçon. L'ère du soupçon et l'ère du soupçon, il faut que ce soit sur un territoire neutre. Il faut que les gens qui jugent, qui équilibrent ça, soient indépendants. Parce que n'ayons pas peur, on va nous dire une émission internationale. Lorsque vous avez un problème de foyer, monsieur Dipita, ce que je ne vous souhaite pas, les premières personnes que vous associez lorsque la crise commence, c'est soit vos amis, c'est soit votre voisin avec lequel vous vous entendez, avant d'associer les oncles, la grande famille. La grande famille ne vient que lorsque ça devient trop profond. Donc n'ayons pas honte et peur d'aller vers ceux qui pourraient nous garantir, nous assurer la résolution de ce problème. Maintenant, ça c'est sur le plan politique, de la méthode. Maintenant, sur le plan économique, et social, il faut que les uns et les autres, premièrement, sachent que le cessez-le-feu est une urgence lorsqu'on a décidé d'intégrer le dialogue, de se concerter. Parce que tant qu'il y a la guerre, il y a des conséquences en termes du nombre de réfugiés. C'est près d'1 million de réfugiés, c'est déjà près d'10 000 morts entre civils et militaires. Tout cela a un impact sur l'économie, parce que tant qu'il n'y a pas de guerre, de paix, il n'y a pas de développement économique. D'accord, vous parlez de dialogue. Quel est le contenu du dialogue? Derrière le dialogue, qu'est-ce que vous prévoyez en termes structurels, dans la durée, dans le temps?
qu'est-ce que vous mettez en place? Alors, personne, c'est l'ONU qui le dit. En termes de crise et de conflit, une année de guerre, pour être réparée, c'est 5 ans de réparation. Donc, en termes de durée, celui qui dit qu'il peut définir la durée de la fin d'une crise, c'est un magicien. C'est lorsque un ensemble, vous avez commencé à vous concerter, que vous commencez à vous entendre, le temps de la disparition de la crise intervient. Alors vous demandez, qu'est-ce que nous mettons concrètement? C'est ceux qui ont le problème, à ceux qui ont le problème d'exprimer, nous sommes l'État, à partir du moment où nous allons diriger le pays. Nous sommes l'État, nous ouvrons l'espace de l'État à ceux qui ont un problème. Le débat, si c'est un débat sur la forme de l'État, il le pose et on apprécie tous ensemble de façon consensuelle, sans qu'il y ait piège, ni tromperie et tricherie, le jeu de rôle et la faisabilité. Si c'est la forme de l'État, si c'est au niveau de la redistribution des richesses, ils estiment peut-être qu'au niveau de la redistribution des richesses, il y a un problème. On évalue la faisabilité, les risques et les avantages et les forces ensemble, et on définit, parce que c'est une aventure. Le Cameroun est une aventure de longue haleine. Nous avons déjà 8 ans et de nombreux jours dans cette guerre, et pour que cette guerre, pour que notre cohabitation soit durable, il faut bien qu'on s'accorde ensemble. Nous ne perdons rien, M. Dipita, à faire des concessions là où cela est nécessaire et à essayer de raisonner nos frères de l'autre côté en leur disant que ici n'est pas faisable, ou alors en se fixant des agendas concertés. Tout cela doit être une concertation. Parce que vous savez toujours, dans le nozo, je ne veux pas verser dans la stigmatisation, ils aiment, il y a une expression, we are marginalized. Il ne faut pas qu'à la sortie des discussions, des échanges, de la concertation, du cessez-le-feu et des prises, des décisions prises, les gens sortent encore avec l'idée de Fumba nous a trompés et aujourd'hui nous sommes marginalisés. Il faut qu'ils sortent de là étant contents, en s'embrassant, le sourire aux lèvres, et que ce soit eux qui soient les premiers à aller vers les médias en disant nous avons confiance en ce que nous avons fait et ce sera pour l'avenir prospère du pays. Junior, crise dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest, situation sécuritaire à l'extrême nord. Déjà, il faut rappeler que nous avons condamné depuis très longtemps la montée d'abord de cette crise avant qu'elle s'embrase. Nous avons condamné. Votre candidat était quand même membre du gouvernement au début de cette crise. Oui. Et un certain nombre de propos lui sont retournés aujourd'hui, maintenant qu'il est candidat à l'élection présidentielle. Oui, le candidat Issa Tchourouma a reconnu officiellement qu'il y a eu beaucoup d'imperfections. Il y a eu beaucoup de... On ne peut pas revenir là-dessus. Et nous disons ici qu'on ne fait pas le focus sur l'homme Tchourouma. Nous faisons le focus ici sur c'est-à-dire la stratégie du renversement de ce régime qui a créé de bout en bout. D'accord. Fondamentalement, quelles sont vos propositions? Fondamentalement, il faut d'abord les assises. Dans cette assise, je vous ai dit, dans l'une de nos priorités, il y a les assises nationales et le grand dialogue inclusif. Ce grand dialogue-là, nous savons qu'il est important, pas celui qu'on a vu au Palais de Congrès, où les leaders anglophones n'étaient pas présents. On nous a amené une forme des marionnettes comme ça pour brander comme des totems dans la salle, mais ce n'était pas ça. Vous avez des épithètes assez... Non, mais il faut dire des choses clairement. Comme il n'était pas une marionnette. Non, je vais dire certaines personnes... Tu n'étais pas une marionnette. Je vais dire... Donc si vous commencez, est-ce que vous voyez que... Pour ceux qu'on a traités comme des séparatistes qui étaient armés, qui ont déposé les armes, c'est d'eux que je parle. Qu'on a brandi un peu devant le public comme, voilà, ceux qui sont repentis, qui vont être réintégrés et tout ça. Mais on a compris que c'était une mascarade pour l'enfumage. Mais il n'était pas repenti. Il n'était pas repenti. Mais c'est vous qui le dites. On a vu... Vous avez des éléments du contraire. Je vous dis qu'on voit la suite aujourd'hui. Les recommandations ne sont pas applicables jusqu'aujourd'hui. Non, c'est pas pour autant qu'il n'était pas de... Oh, il y a le DDR, le programme de... démobilisation, désarmement, réinsertion que dirige Fayengo Francis. Vous savez que le contenu aujourd'hui est pratiquement vide. Il y a des désertions. Non, ce que je veux dire, c'est que... vous voyez, on est dans une forme chronologique. Il y a eu la crise. On a vu où ça a commencé avec le problème de common law, c'est-à-dire qu'il fallait appliquer, harmoniser. Concrètement, donc, quelles sont les propositions il faut harmoniser les lois. C'est-à-dire que
déjà par rapport à la justice. Vous savez que récemment encore, il y a des avocats anglophones de la partie anglophone du NOZO qui se plaignaient que l'État du Cameroun, c'est-à-dire que le gouvernement veut les imposer désormais qui est des notaires. C'est-à-dire que pour eux, le notariat n'existe pas chez eux. Alors, il faudrait donc que les notaires viennent de la partie francophone pour aller faire les audits et tout, et les recensements des biens, tout ce patrimoine qui est dans la zone, et ça crée tout un contraste qui n'est pas acceptable au niveau de la profession. Donc il faut harmoniser au niveau de la justice, créer une loi qui permette même s'il faut deux sous-systèmes, même le système éducatif, il faut, comme vous savez, il y a un sous-système éducatif anglophone et francophone. Donc c'est une réalité coloniale. Il faut faire avec. Nous voyons également que cette crise du NOZO jusqu'à aujourd'hui, la réalité c'est qu'il faut libérer les prisonniers. Monsieur BBC, Mancho BBC, il fait quoi encore en prison jusqu'à présent? 7 ans plus tard, il n'avait seulement que marché. Il n'a pas tiré une balle. Donc il y a autant de choses. Donc le dialogue doit être de mise avec une forme de concertation avec les leaders, et donc comme pour l'UMS, le dialogue va conditionner les réformes éventuelles s'il faut en faire. C'est impératif. Le dialogue inclusif est impératif pour pacifier la zone. Voilà pourquoi même notre leader, pour les élections, s'il y a déjà une approche qui a été, peut-être vous avez vu dans les médias et dans les réseaux, qui a une approche qui permet de lever le ghost stand. Et ça, il faut mettre ça à l'actif du candidat Chiroma. Hilaire Zipan, crise NOZO et situation sécuritaire à l'extrême nord. Je vous ai dit à l'entame de ces propos de cette émission que si on ne fait pas le diagnostic de ce qui ne marche pas, on ne va pas faire des propositions. Tout ce qu'on va faire là, on peut réciter ce que c'est. Je veux dire, vous ne l'avez pas encore fait le diagnostic? Non, je veux dire que si on le fait, si on ne fait pas le diagnostic qui ne marche pas, donc il faut d'abord établir les... Pourquoi ça ne marche pas pour le moment? Parce qu'il y a un certain nombre d'éléments qui ont construit notre État qui n'ont pas été vérifiés. En 1948, l'UPC disait réunification avant indépendance. Première hypothèse. Ça, c'était l'UPC. On a fait le Cameroun, le seul pays au monde qui a eu 2 indépendances, M. Dipita Tongo. 1er janvier 1960, je vous regarde dans les yeux. Cameroun devient un pays indépendant. Aux Nations Unies, pays Cameroun, superficie 346 000 km². Capitale Yaoundé, drapeau vert ou jaune, sans étoile. 1er janvier 1960. 1er octobre, le même pays revient. Il dit, j'ai changé. République fédérale du Cameroun. Superficie 475 000 km². Capitale Yaoundé. Donc, entre le 1er janvier et le 1er octobre, il y a eu 129 000 km² de réunification venant de la crise de nos frères anglophones. Et celle-là s'est fait au bout d'une négociation qui s'est tenue à Fumban. Donc, il faut le dire, n'ayons pas peur. Les clauses de Fumban n'ont pas été respectées. D'accord. Bien, premier élément. À partir de ce moment-là, donc, on a cheminé sur le fédéralisme. Je ne ferai que les choses historiques. Après, maintenant, chacun peut faire. De 1961 jusqu'en 1972, le Cameroun a fonctionné d'une manière fédérée. Et de 1972 jusqu'en 1984, c'était un État unitaire. Et depuis 1984, c'est devenu la République du Cameroun. Aujourd'hui, nous sommes dans une décentralisation. Et là encore, je vous montre encore un autre contraste. Dans la zone anglophone, en ce qui concerne la décentralisation, il y a la chambre des chefs, des House of Chiefs, qu'on ne mélange pas. Vous me voyez, moi, Hilaire Zipan, Doualé, me sentir très à l'aise quand je vois le chef supérieur, Bélé. Le chef supérieur, à quoi? Le chef se mélanger avec tout le monde pour décider du concept de ce qui concerne la région? Non, les chefs doivent avoir leur place. Et donc, on ne peut pas avoir ce concept dans la zone anglophone et ne pas avoir ce concept dans la zone francophone. Et là encore, il y a un autre problème. Troisième élément, les budgets. Comment les alloue? Comment les gère? Comment les arbitre? Donc, je pense que le problème, il est profond. Et il faut donc, au-delà de Fumban 1, que si l'on trouve aujourd'hui, au regard des éléments que j'ai versés, la nécessité d'en faire un Fumban 2, il faut le faire. À partir de ce moment-là, nous allons nous regarder les yeux dans les yeux et s'harmoniser. Parce qu'en 1961, le président Biya n'était pas là. En 1972, le président Biya n'était plus là. Nous aussi, vous n'étiez pas là. Donc nous héritons des problèmes
venant d'un système qui date depuis 1960. Donc à partir de ce moment, on faut s'asseoir pour s'harmoniser, tout en étant responsable dans les actes de chacun. D'accord. Parce que si l'on exempte chacun dans sa responsabilité, on ne va pas le faire. La meilleure façon de pardonner, c'est d'assumer ses responsabilités. Ensuite, on se pardonne. Merci, Hilaire Zipan. Juste pour ajouter juste un détail, M. Zipan, il est rentré dans l'historique, mais il faut aussi dire que le régime de M. Biya a tout fait pour essayer d'assimiler nos frères. C'était un agenda. L'enjeu, c'est davantage d'avoir les propositions des donc c'est la résultante de cette gouvernance. Le constat, il est connu. Voilà. Maintenant, vous parlez de vos programmes. Merci, Junior Abénard, qui ce soir est venu porter la voix du candidat Issa Tirouma, comme il a dit, le candidat de l'Union pour le changement. Merci à Hilaire Zipan, qui a porté la voix de la candidate Tomaïnou Patricia Ndamdjoya, Hermine Patricia Ndamdjoya. Et enfin, merci à Serge Gauthier Onanina, qui est venu porter la voix du candidat Pierre Kouemo de l'UMS. Demain, 18h30, un autre rendez-vous pour le quotidien de la présidentielle sur STV. Ne manquez pas ce soir à 22h le programme du SIF présenté par son candidat dans le cadre de l'émission Entretien avec spécial présidentielle 2025. Bonsoir.